Que n'a-t-on pas raconté sur moi, sur mes travaux et sur le spiritisme? À son énonciation, beaucoup n'y voient que des tables tournantes. J'ai été comme vous, incrédule. Et puis j'ai enquêté, j'ai questionné. J'y ai découvert une science et une philosophie. Il est faux de se dire spirit simplement parce qu'on a fait une expérience de communication avec les défunts. Kardec n'était pas médium, il ne s'est jamais prétendu médium. Il disait lui-même que ce n'est pas lui qui avait fait le travail, qu'il s'était simplement servi des réponses des esprits. Et il a eu des messages qui lui ont fait comprendre qu'il avait une mission particulière. Jamais je n'aurais pu m'attendre à un pareil succès. En 1854, on compte 3 millions de passionnés pour les séances d'échange avec les esprits, réunis autour de 10 000 médiums. C'est un discours que l'Église catholique et la société ne peut pas entendre. On l'a notamment accusé d'être en fait un pilleur d'ouvrages. Il n'a fait que batailler. Je sens quand même qu'Allan Kardec est quelqu'un de très solitaire. Il faut tout examiner froidement, tout peser mûrement, tout contrôler. Le 18 avril 1857, ma vie a définitivement basculé. Que n'a-t-on pas raconté sur moi, sur mes travaux et sur le spiritisme? À son énonciation, beaucoup n'y voient que des tables tournantes, des effets qui font frissonner ou rire. Vous vous imaginez les fantômes au teint blafard et les maisons hantées, un attrape-nigo. J'ai été comme vous, incrédule. Et puis j'ai creusé, j'ai enquêté, j'ai questionné. Et derrière, j'y ai trouvé bien plus grand, bien plus respectueux, bien plus lumineux. J'y ai découvert une science et une philosophie. De mon vivant, je n'ai jamais couru les honneurs, mais force est de constater qu'un retour sur ma vie pourra vous éclairer sur ce qu'est réellement le spiritisme. Car pour le comprendre, il faut retourner à la source. Je vous invite à remonter le fil de cette vie que j'ai commencé sous le nom de Léon Rivaille et qui s'est fini sous celui plus connu d'Allan Kardec. Pour vous éclairer, ont été conviés Guillaume Lazzara, administrateur de l'Union Spirit française et francophone et président du Centre d'études Spirit Allan Kardec. Il pouvait admettre l'idée de la table qui bouge, mais par contre, le fait qu'une table intelligente bouge et fasse des messages intelligents, ça, c'était inconcevable pour lui, parce que s'il y a de l'intelligence, alors il faudrait qu'on lui prouve qu'une table est intelligente. Jacques Pécat, président du Cercle Spirit Allan Kardec. Il disait lui-même que ce n'est pas lui qui avait fait le travail, qu'il s'était simplement servi des réponses des esprits. Viviane Perret, auteure et historienne. Il est faux de se dire spirit simplement parce qu'on a fait une expérience de communication avec les défunts. C'est toute une doctrine qui est derrière, toute une croyance, tout un système de pensée philosophique. Et Philippe Gilbert, anthropologue des religions. On l'a notamment accusé d'être en fait un pilleur d'ouvrages. Il me reste à introduire ma 5e invitée, Bernadette Klein. Car un film sur ma vie et sur mes recherches ne peut pas se passer de la présence d'une médium. Saura-t-elle capter mes messages venus de l'autre côté, sur la base de ma photo d'abord cachetée et ensuite dévoilée? Quelques jours avant sa mort, il a déjà eu des prémices. À travers elle, pourrais-je vous amener de nouveaux éclairages, vous faire partager ce que j'ai appris depuis que je suis passé de l'autre côté? Mais avant toute chose, qu'est-ce que le spiritisme? Le spiritisme est une science et une philosophie qui avait été initiée par Allan Kardec entre 1855 et 1869, où il avait démontré la possibilité de communiquer avec les esprits des décédés, mettant en évidence la survie de l'esprit après la mort. C'est une science qui traite de l'âme, d'où elle vient, où elle va, et comment
le monde matériel et le monde spirituel interagissent. Et aussi le principe de réincarnation qui est largement développé dans le Livre des Esprits, son ouvrage fondamental qui situait les différences d'évolution entre tel ou tel esprit, à savoir que plus un esprit a un grand nombre de vies, plus il a d'expérience, plus il est évolué. Quant à moi, je me plais à dire que le spiritisme est une science qui traite de la nature, de l'origine et de la destinée des esprits, et de leur rapport avec le monde corporel. On l'entend, cette personne, vraiment, quand elle parle, elle est présente de par sa prestance, sa voix. Elle émane. Il y a comme une aura autour d'elle. Soit c'est quelqu'un qui vraiment transmet, qui a des choses à dire au monde ou devant un public, mais ça peut aussi être quelqu'un de philosophique ou spirituel. En tout cas, moi, ce qui me vient grandement, c'est la transmission. Les enseignements, la transmission. Je n'ai découvert les tables tournantes qu'à l'aube de mes 50 ans. Pourtant, il vous faut connaître ma vie avant pour appréhender ce qui allait bouleverser ma destinée et provoquer ma rencontre avec le monde des esprits. Je suis né le 3 octobre 1804, sous le nom de Denisard Hippolyte Léon Rivaille. Il naît en 1804, donc le général Bonaparte est devenu Napoléon Ier. On est dans un changement de régime absolument incroyable, puisqu'on est passé de la Révolution directoire et à nouveau, on est dans le Premier Empire avec un empereur à sa tête. Il naît dans un quartier bourgeois, dans ce qu'on appelle la presqu'île de Lyon, dans une famille de magistrats. Pour moi, son enfance, elle a été quand même assez rude. Moi, j'entends le mot solitaire. Je pourrais le voir dans sa chambre, plutôt à l'écart des autres personnes. Je pense que des ressentis, elle en a eu très tôt. Déjà, en tant qu'enfant, je pense qu'il ne s'est pas adapté. Il est parti faire ses études vers 1814-1815 à Yverdon, en Suisse, dans une école extrêmement célèbre qui est tenue par Johann Heinrich Pestalozzi, qui est à cette époque le pédagogue reconnu mondialement. Alors, on est dans le contexte 1814-1815 des guerres napoléoniennes. Or, il se trouve qu'à Yverdon, il y a un manque d'élèves parce que les Autrichiens ne viennent plus. Et en conséquence, il y a la possibilité d'accueillir plus d'élèves francophones. Alors oui, c'est une région protestante, mais Pestalozzi accueillait des enfants catholiques, juifs et protestants. Justement, son but était de pouvoir ouvrir l'éducation aux classes ouvrières et mélanger les enfants. Donc, lorsqu'il arrive dans cet établissement scolaire, il va y avoir un véritable choc pour Allan Kardec. Il va trouver sa vocation, c'est-à-dire elle va se dessiner très jeune, sa vocation de pédagogue. À 20 ans, tout m'y prédestine en tout cas. C'est à cet âge que j'écris mon premier livre, Cours pratiques et théoriques, l'arithmétique d'après la méthode de Pestalozzi. Vous voyez, j'allais dans la même direction que mon maître à penser. Et pourtant, l'hypnose, le magnétisme et le phénomène de somnambulisme me passionnaient. Je prenais sur mon temps libre pour mener mes propres études. Qu'on ne se trompe pas sur le magnétisme, il ne s'agit pas du magnétisme physique et l'électroaimant, il s'agit du magnétisme animal, c'est-à-dire une théorie et une pratique inventée par Mesmer au XVIIIe siècle qui va se développer tout au long du XIXe siècle pour prendre des formes thérapeutiques. On guérit par le fluide et par les trans, mais aussi éminemment spirituelles, c'est-à-dire que des magnétiseurs vont plonger en état de transe magnétique des somnambules qui, dans cet état, vont pouvoir s'extraire de leur corps et atteindre un monde invisible. Et ces somnambules, en état de transe magnétique, vont pouvoir communiquer avec des défunts. Il est tout à fait normal que Hippolyte Rivaille, qui est complètement de son temps, au contraire qui va même en avant en tant que pédagogue pour inventer de nouvelles méthodes d'enseignement, soit tout à fait dans ce courant-là.
Après quelques années, me voici devenu un pédagogue reconnu, multipliant les livres proposés aux députés, gouvernements et universités, avec comme objectif la réforme de l'enseignement français. Il me semble important de vous citer quelques mots que j'ai écrits à cette époque, dans mon livre Mémoires. J'y ai établi la hiérarchie des aristocraties qui se sont succédées dans l'histoire humaine. Premièrement, de force. Deuxièmement, de droit. Troisièmement, de fortune. Et enfin, celle de l'intelligence. D'intelligence, la femme que je m'apprêtais à rencontrer n'en manquait pas. Hippolyte Rivail, encore à cette époque, on est en 1832, se marie avec Amélie Boudet, elle aussi institutrice. C'est marrant parce que je ne sens pas, en fait, Amélie à ses côtés. Alors je la sens présente, mais j'ai l'impression, c'est comme si le couple n'était plus. Ce manque d'enfants ou de joie dans leur maison les a séparés. Et en même temps, j'ai plus l'impression que Kardec, c'était compliqué les femmes. J'ai l'impression qu'il a manqué d'amour et qu'il était à la recherche de l'amour d'une mère. On me présente une rose, donc la rose pour moi c'est signification de manque d'amour. Il ne lui a pas attribué la bonne place. Dans cette période, Hippolyte Rivail, avec l'aide d'Amélie Boudet, va chercher à monter une école. Une école ouverte à tous, notamment aux plus pauvres, où il enseignait pratiquement toutes les matières. Autant mon amour de l'enseignement était grand, autant mes affaires tournaient court, suite à de mauvaises associations. Avec le recul, elles m'ont permis d'aller chercher plus tard la plus grande des indépendances. Pour ce faire, il va avoir besoin d'argent. Il va se retourner notamment dans sa famille, via son oncle. Ça va pouvoir fonctionner un temps. Malheureusement, son oncle jouait au jeu et ayant perdu sa fortune, eh bien, Allan Kardec va être contraint de revendre son école, récupérer l'argent. Dans sa malchance, une partie de cet argent qui va malgré tout récupérer, il va le placer et il va le perdre encore. Il a tenu une certaine ligne dans ce qu'il ressentait, dans ce qu'il savait. Et pour moi, je pense dans ces moments où il était très mal physiquement, peut-être même, ou dans son couple, ou dans ses affaires, il est toujours revenu à lui-même ou en soi. Cette période trouble aura permis à mes futurs détracteurs d'y trouver un terreau fertile pour y voir pousser leurs fantasmes et leurs chimères. Que n'ai-je entendu? Que j'étais devenu un homme à femme, un tenancier de théâtre au spectacle frivole, ou bien encore un homme de secret, affilié à la franc-maçonnerie. Rivail était peut-être maçon, Allan Kardec, probablement pas. Je m'explique. Qu'Hippolyte Rivail eût pu être maçon, disons qu'il en avait l'un des profils types. C'était un bourgeois républicain, progressiste, humaniste. Après, Allan Kardec, franc-maçon, c'est-à-dire après 1855, non, c'est peu probable, parce que même s'il y avait des accointances dans les projets humanistes entre la franc-maçonnerie et le spiritisme, il y avait des points de divergence, notamment la notion du secret. Le spiritisme ne se voulait pas un ésotérisme, il se voulait une doctrine accessible à toutes et à tous, pas d'initiation pour percer les mystères, puisque les esprits nous avaient donné directement la connaissance. Le temps s'écoulait, me voyant passer la trentaine, puis la quarantaine. J'ai multiplié les publications d'ouvrages pédagogiques, tous reconnus pour leur sérieux. J'ai repris les cours comme professeur. L'Université de France adoptera même mes ouvrages. Mais voilà qu'à l'autre bout du monde, en cette année 1848, un événement allait impacter ma vie à jamais et m'amener sur des chemins que je n'aurais imaginés. Le 31 mars 1848, il va se passer quelque chose dans une petite ville, Hyattsville, dans l'État de New York, qui va bouleverser le monde. On ne peut pas parler des sœurs Fox et du spiritualisme sans évoquer le creuset spirituel qu'était l'Amérique à cette époque. Et c'était très, très important parce que vous avez un phénomène qui part d'Europe, comme par exemple le mesmérisme, qui va aux États-Unis, qui prend aux États-Unis et qui va ensuite revenir en Europe. Vous avez vraiment ce phénomène des vases communicants.
Alors, ce qui se passe en 1848, nous avons un second réveil religieux, soit formé en Église, soit en mouvement, et qui intègre des questions sociales. Dans ces mouvements religieux, beaucoup, dont par exemple les Mormons, sont à la base une révélation avec une entité ou avec des défunts. Donc vous voyez, on n'est pas dans quelque chose de nouveau, on est dans un terrain qui est déjà labouré. Or, le 31 mars 1848, Madame Fox va aller chercher sa voisine pour dire « Venez voir, il se passe vraiment quelque chose d'étonnant. Non seulement nous avons des coups comme un esprit frappeur, un poltergeist dans la maison, mais en plus, il nous répond. » On lui pose des questions, il nous répond. Donc la voisine va venir, de fil en aiguille, c'est tout le village qui va être dans cette maison à écouter les coups qui sont donnés dans les murs, qu'on entend dans les murs, qui répondent à des questions. Et bien évidemment, les villageois vont commencer à poser des questions sur les défunts. On va s'apercevoir aussi que c'est en présence de Kate et Maggie, qui auraient a priori entre 9 et 10 ans et puis 14-15 ans pour l'autre, que c'est en leur présence que se manifeste cet esprit. Alors le mode de communication qui est établi est le principe des coups frappés avec un code. Ça peut être un coup pour A, 2 coups pour B, 3 coups pour C, etc. Et l'histoire dit que l'esprit a donné son identité au travers du code alphabétique aux sœurs Fox, qui prétendaient avoir été assassinées et enterrées dans le sous-sol de la maison même des Fox. Et que des fouilles ont été faites et que l'on a retrouvé quelques éléments, un crâne, des ossements, supposément appartenant à ce personnage. Vous allez avoir avec ce qui s'est appelé le spiritualisme, le moderne spiritualisme, une résonance aussi technologique, puisqu'en 1844, Samuel Morse va créer le Morse, et on appelait ça le télégraphe spirit. Donc vous avez une résonance entre toutes ces possibilités technologiques qui arrivent sur le marché et ce besoin spirituel. Et c'est ce croisement qui va donner le spiritualisme avec les sœurs Fox, Kate, Maggie et leur aîné, qui vont se produire, qui vont donner des spectacles. Et c'est là aussi où, parce qu'effectivement, quand vous vous produisez sur une scène de théâtre, c'est un peu difficile d'avoir des murs, on va proposer des tables et des guéridons. Ce qui est nouveau, c'est que ça va être un mouvement qui va être autonome, qui va avoir une incidence absolument extraordinaire, qui va traverser l'Atlantique, qui va être assez confus et qui va se structurer ensuite. Et c'est ce nouvel apport qu'apporte le spiritualisme qui n'est pas un mouvement religieux, qui est un mouvement qui interroge le religieux, mais qui n'est pas un mouvement religieux. Donc vous pouviez continuer à être méthodiste, vous pouviez continuer à appartenir à une religion et en même temps être spiritualiste. Et ça, c'est une grande nouveauté. Ce qui est intéressant, c'est que véritablement, ce phénomène a échappé aux sœurs Fox, parce qu'il faut se souvenir tout de même qu'en 1888, publiquement, sur la scène de New York, devant 80 000 personnes, elles ont annoncé qu'elles avaient fraudé toute leur vie, qu'elles faisaient des bruits avec leurs orteils, et à l'époque, c'était pour pouvoir effrayer Lizzie, qui était leur cousine, et que ça n'avait, entre guillemets, plus d'importance. Le mouvement était né et vivait de par lui-même. Suite à leur congrès de 1852, les spirites américains décidèrent d'envoyer leurs médiums en Europe. En quelques mois, nous les retrouvons en Angleterre, en Allemagne et à partir de 1853 en France. Parmi les premiers esprits savants qui se passionnent pour le sujet, le poète Auguste Vacquerie et l'écrivain Victor Hugo. Dès l'arrivée des tables tournantes en France, il va y avoir des auteurs comme Victorien Sardou qui vont s'intéresser à la pratique spiritualiste des tables tournantes. Victor Hugo, en automne 1853, en exil à Jersey, exilé à cause du régime de Napoléon III, à cause du Second Empire. Donc Victor Hugo va passer ses soirées. Il a été en cela influencé par Madame Girardin,
qui lui a montré la technique des tables tournantes, et il va passer des nuits entières en groupe à communiquer avec les entités désincarnées par le truchement de la table qui sautillait et qui épelait ainsi les lettres de l'alphabet. Victor Hugo, effectivement, lorsqu'il s'est intéressé aux tables tournantes, ne se remettait toujours pas de la mort de sa fille Léopoldine 10 ans auparavant. Et ce qui est très intéressant, c'est aussi la structure émotionnelle de ces tables tournantes, où Charles, son fils, était le médium. Victor Hugo ne s'est jamais assis à la table, c'était le secrétaire. Le récit qu'il a fait de ces communications, qui a été publié dans les années 1900-1924, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Les tables tournantes, ont des accents hugoliens extrêmement marqués. C'était toujours des personnages historiques de forte importance qui apparaissaient, aussi des animaux, aussi des idées abstraites comme le concept de la mort, le concept de la poésie. En 1854, on compte 3 millions de passionnés pour les séances d'échange avec les esprits, réunis autour de 10 000 médiums. Lorsque le spiritualisme est venu en Europe, il a emporté dans ses bagages 2 choses. La société du spectacle, l'entertainment américain, parce que même si le spiritualisme se pratiquait plutôt dans les salons et de manière plus intimiste en Europe, il s'est pratiqué devant des foules jusqu'à 10 000 personnes aux États-Unis, donc il avait vraiment un côté spectacle. Pas assez de concentration, qu'il dit. On n'a pas besoin de créer autant de spectacles. On peut faire de grandes choses avec peu. Les moyens pour prouver et pour montrer, pour démontrer, oui. Donc je pense qu'il parle des outils, de la technologie, mais en ce qui concerne les médiums, je pense que là, il y a encore quelque chose qui pèse et qu'il ne supporte pas et qu'il ne supporterait pas, parce que j'entends on en fait de trop. Et aussi, il a emporté dans ses bagages les médiums. Médium, ça veut dire intermédiaire. Or, il se trouve qu'au départ, pour avoir une communication à l'invisible, avec l'invisible, il fallait un duo, le magnétiseur et sa somnambule magnétique. Et d'un seul coup, on se passe du magnétiseur, on a des médiums qu'il faudrait même mettre au féminin parce que ce sont en majorité des femmes. Ces femmes qui se découvrent un nouveau pouvoir. Il y a aux États-Unis des petits livrets qu'on peut acheter n'importe où pour comment devenir médium, comment tenir une séance. Et donc, étant donné quelles sont les communications avec les esprits, elles vont pouvoir dire des choses. Et ça va se retrouver dans le spiritisme. Et ça va se retrouver notamment dans la nouvelle position que la femme, le féminisme, va apparaître dans le spiritisme. Mon ami Fortier m'avait vanté l'aspect étonnant de ces manifestations. Il me dit « Voilà qui est bien plus extraordinaire. Non seulement on fait tourner une table en la magnétisant, mais on la fait parler. On l'interroge et elle répond. » Je me souviens de ma réponse. J'y croirai quand on m'aura prouvé qu'une table a un cerveau pour penser. J'étais face à un fait inexpliqué en apparence, contraire aux lois de la nature, et que ma raison repoussait. Je n'avais encore rien vu ni rien observé. Il se trouve que Allan Kardec, étant beaucoup intéressé par ce magnétisme, s'étant lui-même formé, ne pouvait pas ignorer ces questionnements. Il pouvait admettre l'idée de la table qui bouge, puisqu'il pouvait admettre l'idée qu'il y ait un fluide qui puisse agir à distance sur des objets. Mais par contre, le fait qu'une table intelligente bouge et fasse des messages intelligents, ça, c'était inconcevable pour lui, parce que s'il y a de l'intelligence, alors il faudrait qu'on lui prouve qu'une table est intelligente. Avec ce scepticisme-là, il n'a pas accepté immédiatement de rejoindre ces cercles-là. Et c'est seulement plusieurs mois après, il y aura une autre personne qui va s'introduire à ses côtés pour lui proposer une séance, et il va finalement accepter. Je ne peux nier que mon esprit a été piqué au vif. Mais il faut d'abord se garder de l'enthousiasme qui aveugle, de l'orgueil. Il faut tout examiner froidement, tout peser mûrement, tout contrôler. Et si l'on se défie de son propre jugement, ce qui est souvent le plus sage, il faut en référer à d'autres, selon le proverbe que 4 yeux voient mieux que 2. Telle est la méthode que j'allais à nouveau appliquer. Le déroulement d'une séance à l'époque, généralement on se regroupait en plusieurs personnes autour d'une table, on se mettait dans le noir,
avec peut-être quelques bougies. On avait tendance à mettre nos mains sur la table en nouant peut-être parfois le petit doigt, en étant en lien avec les voisins pour former comme une chaîne. Et on invoquait les esprits, quelque chose comme « Esprit, es-tu là ? Si tu es là, frappe une fois, frappe 2 fois ». Kardec, par exemple, n'aimait pas particulièrement faire ça dans le noir. Il préférait quand même une lumière peut-être tamisée, mais en tout cas, de manière à voir tout ce qui se passe dans la pièce. On a perdu rapidement aussi ce besoin d'être en cercle avec les petits doigts noués, au fur et à mesure qu'on a découvert la médiumnité. Ce fut là, pour la première fois, que je fus témoin du phénomène des tables tournantes, et cela dans des conditions telles que le doute n'était pas possible. J'y vis aussi quelques essais très imparfaits d'écriture médiumnique sur une ardoise à l'aide d'une corbeille. Mes idées étaient loin d'être arrêtées, mais il y avait là un fait qui devait avoir une cause. J'entrevis sous ces futilités apparentes et l'espèce de jeu que l'on faisait de ces phénomènes quelque chose de sérieux, et comme la révélation d'une nouvelle loi que je me promis d'approfondir. C'était là le commencement de mon œuvre fondatrice, le livre des esprits. Au tout départ, 4 personnes viennent le voir avec 50 cahiers de communication avec les esprits. Il y a notamment Victorien Sardou, Tienman, Taillandier, et puis l'éditeur Didier, enfin celui qui deviendra son éditeur, qui, depuis quelques années, ont communiqué avec les esprits, ou le prétendent en tout cas. Donc Allan Kardec entreprend une étude de ces cahiers, de tous les messages qu'il contient. On sait qu'il en a retenu une partie des informations qu'il va ensuite soumettre à d'autres médiums. On a l'habitude de dire qu'il a travaillé avec une dizaine de médiums. Donc il y a eu en particulier les sœurs Baudin, Mademoiselle Jaffé et Hermance Dufaux, qui ont été les principales médiums à avoir collaboré à cette œuvre. Et Allan Kardec a posé les mêmes questions à différents médiums. Pas moins de 501 questions, donc sur un ensemble de thématiques cohérents. Ces questions, il les a issues donc, de ces cahiers qui lui ont été donnés, et également des questions que lui-même a rajoutées, parce que comme il le disait lui-même, au départ, il questionnait les esprits pour sa propre instruction. Des questions, bien sûr, sur les grands problèmes métaphysiques, sur les grandes questions de l'humanité, et qu'il est ressorti sensiblement les mêmes réponses d'un médium à un autre concernant la force divine, la création, l'éventualité de la réincarnation à laquelle il est répondu « oui, les esprits se réincarnent pour évoluer intellectuellement et moralement ». Alors ça, c'est vraiment le thème principal du spiritisme, qui d'ailleurs fait la différence avec le spiritualisme anglo-saxon, dans lequel il n'y avait pas cette idée de réincarnation. Et puis il y a la notion de périsprit, de double éthérique en quelque sorte, entre le corps et l'esprit. Il y a la notion de pluralité des mondes habités, ce qui rejoint aussi une idée de Flammarion, qui, lui aussi, notre grand astronome, avait cette intuition qu'il y avait d'autres mondes habités dans notre galaxie et plus loin encore. Et Allan Kardec a donc fait le tri des réponses. Alors, il disait lui-même que ce n'est pas lui qui avait fait le travail, qu'il s'était simplement servi des réponses des esprits, mais on sait très bien que lui-même a fait un travail de synthèse, un travail de réflexion, tout d'abord, sur les réponses qui lui étaient données par les esprits, et que c'est à partir de ce travail qu'il a créé cette philosophie. La publication du livre des esprits marque la naissance du spiritisme, et à ce moment-là, les deux mouvements vont nettement se séparer. D'un côté, vous avez le spiritualisme anglo-saxon, qui pour certains ne sera qu'un amusement de salon et qui va perdurer. Des adolescents qui veulent se faire une petite frayeur en faisant tourner les tabres de nos jours, c'est un héritage du spiritualisme. Avec le mouvement spiritualisme qui va tenter de s'organiser de manière confuse et qui refuse toute idée de réincarnation et de transmigration des âmes. Et de l'autre côté, le spiritisme avec ses adeptes, les spirites. Et donc, il est faux de se dire spirit
simplement parce qu'on a fait une expérience de communication avec les défunts. C'est toute une doctrine qui est derrière, toute une croyance, tout un système de pensée philosophique auquel il faut adhérer pour se dire spirit et faire du spiritisme. J'appliquais à cette nouvelle science, comme je l'avais fait jusqu'alors, la méthode de l'expérimentation. Je ne fis jamais de théorie préconçue. J'observais attentivement, je comparais, je déduisais les conséquences. Des effets, je cherchais à remonter aux causes, par la déduction, l'enchaînement logique des faits, n'admettant une explication comme valable que lorsqu'elle pouvait résoudre toutes les difficultés de la question. C'est ainsi que j'ai toujours procédé dans mes travaux antérieurs, depuis l'âge de 15 ans. Après tout ce travail de recueil et de mise en forme, s'est posé la question du nom de ce livre. S'il a effectivement participé à l'élaboration de ce livre à travers les questions qu'il a choisies, qu'il a mis en ordre, eh bien, les messages des esprits sont reproduits tels quels. Et c'est donc bien la réponse des esprits. Et donc, le livre des esprits. Et il allait vraiment jusqu'au bout de cette idée-là, parce que toutes les décisions qu'il prenait vis-à-vis de ce livre, il les soumettait aux esprits. Et typiquement, avant même de faire la publication du livre, il a demandé aux esprits de réviser ce livre. Et jusqu'à un moment où les esprits lui ont carrément dit « Écoute, on va se réunir toutes les semaines chez Madame Jaffé, on sera là pour toi, à telle heure, pour relire les différents passages et les corriger. » Quand Kardec écrivait des choses où il n'était pas peut-être complètement en accord avec leurs paroles, il a eu des coups frappés chez lui, par exemple, et il a eu des esprits qui l'ont rappelé à l'ordre pour lui dire « mais ça va pas ». Je vis bientôt que chaque esprit, en raison de sa position personnelle et de ses connaissances, n'avait qu'une vision parcellaire du monde invisible. Il fallait interroger beaucoup d'esprits, comme on arrive à connaître l'état d'un pays en interrogeant les habitants de toutes les classes et de toutes les conditions, chacun pouvant nous apprendre quelque chose et aucun, individuellement, ne pouvant nous apprendre tout. J'agis donc avec les esprits comme je l'aurais fait avec des hommes. Donc Rivail ne va pas signer ce livre de son vrai nom parce qu'en fait, il a eu une communication avec un esprit ami durant l'élaboration de ce livre. C'est un esprit qui s'appelait Zéphyr. Et donc au cours d'une des séances de travail, cet esprit s'est exprimé et lui a expliqué que c'était un esprit protecteur, qu'il était là avec lui pendant ses travaux pour l'accompagner. En l'occurrence, il lui a aussi expliqué qu'ils avaient vécu une vie ensemble, qu'ils avaient été druides en l'occurrence, et qu'à cette époque-là, eh bien, Rivail s'appelait Allan Kardec. Et comme beaucoup de choses dans ce livre, eh bien, Kardec n'a pas pris la décision seul, il a fait la demande aux esprits. Et les esprits lui ont dit que c'était une bonne idée. Il y a donc le monde corporel, composé des esprits incarnés, et le monde spirituel, formé des esprits désincarnés. Les esprits sont créés simples et ignorants, mais sont invités à progresser en vertu de leur libre arbitre. Par le progrès, ils acquièrent de nouvelles connaissances, de nouvelles facultés, de nouvelles perceptions. Kardec, dans ses écrits, dans ses œuvres posthumes, parle de méditation quand il évoque ses séances d'écriture autour de ses ouvrages, notamment du Livre des Esprits. Et là, il y a quelque chose d'ambigu, c'est-à-dire que non, Kardec n'était pas médium, il ne s'est jamais prétendu médium, il s'est toujours défendu d'avoir rédigé un quelconque ouvrage sous une impulsion médiumnique. Pour autant, il confessait qu'il pouvait être parfois inspiré, qu'il était dans des états méditatifs. À mon avis, il a écrit en transe, il n'a pas écrit simplement comme ça. Les choses lui sont venues lors de ses connexions. Et nous avons publié la première édition. Jamais je n'aurais pu m'attendre à un pareil succès. Le 18 avril 1857, ma vie a définitivement basculé. Ce livre a eu un succès considérable dès sa première édition. Guillaume disait tout à l'heure qu'il y avait 501 questions. Ça, c'est dans la première version du Livre des Esprits, 1857.
Et deuxième version augmentée, il y a 1019 questions, et que c'est la version définitive telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et cela a été traduit, je crois, en tout premier, sans doute en espagnol, puis en portugais, puis en anglais, et en différentes langues. Donc ce livre a fait le tour du monde. Le livre des esprits de 1857 a effectivement rencontré un écho très très favorable de la part des spiritualistes, parce qu'il n'y avait pas encore de spirit, du fait que c'est Allan Kardec qui a inventé le terme. Par contre, évidemment, elle a rencontré énormément d'hostilité de la part, que ce soit du clergé, de la médecine, de certains philosophes également. Notamment, Louis Figuier lui reprochait d'avoir pondu une morale un peu ennuyeuse, une philosophie plutôt plate, et on l'a notamment accusé d'être en fait un pilleur d'ouvrages, d'avoir finalement seulement synthétisé les écrits de Jean Reynaud, qui était un philosophe spiritualiste dans le sens où il croyait en l'existence de l'âme, et qui, en 1854, avait sorti un best-seller, véritablement best-seller, où il était question de réincarnation, de progrès de l'humanité, et de la religion druidique. Et ensuite, le succès du spiritisme qui va essaimer dans toute la France, pour moi, correspond aussi à un terreau français. Si vous prenez le spiritualisme anglo-saxon, il n'a pas rencontré autant d'opposition de la part du clergé. D'abord parce que les États-Unis avaient une vision beaucoup plus pluraliste des religions, et aussi, nous sommes en France avec le poids de la religion catholique, la Bible qui défend expressément de communiquer avec les morts, et une situation, c'est post-révolution 1848, qui a laissé des attentes. Et là, on nous propose, avec le livre des esprits, quelque chose de rationnel, de construit, sur lequel on peut s'appuyer. Les lettres et témoignages que je recevais à mon domicile se sont démultipliés. J'en recevais des sacs entiers. On me rapportait des manifestations concrètes, des pressentiments, des visions, des expériences de vie après la mort, et bien plus encore. Il y a eu aussi d'autres événements qui l'ont invité à continuer, puisque même après la sortie de ce livre, il continuait ses réunions médiumniques, et il a eu des messages de la part de certains esprits bienfaiteurs, ou en tout cas guides, qui lui ont fait comprendre qu'il avait une mission particulière à remplir, notamment à travers ce livre des esprits et d'autres œuvres à venir. Et je pense que c'est ça aussi qui l'a amené à cette idée de la revue Spirit. Allan Kardec, pour promouvoir son œuvre, et au-delà de toute son œuvre écrite, a entamé 2 ou 3 tours de France pour y réaliser des conférences et surtout pour y créer des groupes spirites dans au moins une vingtaine de villes de France. En premier lieu à Lyon, sa ville d'origine, où il a eu un franc succès. Alors, non plus dans certains milieux bourgeois, nobles, etc. Non, là, il a eu vraiment un succès dans le milieu ouvrier. Donc, c'était vraiment la création de groupes et en même temps la fédération de ces groupes afin qu'il n'y ait pas une sorte d'éclatement idéologique. Et il voulait une certaine unité. Ces groupes, ensuite, envoyaient à Allan Kardec des comptes rendus de séances, des messages. Je sens quand même qu'Allan Kardec est quelqu'un de très solitaire. Il se suffit à lui-même. Il a besoin de gens à des moments donnés de sa vie, qui soit l'aide, soit il est en demande, mais très vite il est rassasié. Je ne me suis jamais borné à croire que tout était acquis au spiritisme. J'ai pu observer 3 types de personnes. Ceux qui cherchent avant tout les phénomènes, le spiritisme est simplement pour eux une série de faits plus ou moins intéressants. Les deuxièmes y voient autre chose que les faits. Ils en comprennent la portée philosophique.
mais ils ne la pratiquent pas. Les troisièmes, enfin, ne se contentent pas d'admirer la morale. Ils la pratiquent et en acceptent toutes les conséquences. Bien convaincus que l'existence terrestre est une épreuve passagère, ils tâchent de mettre à profit ces courts instants pour marcher dans la voie du progrès que leur tracent les esprits, en s'efforçant de faire le bien et de réprimer leurs mauvais penchants. Il va y avoir une forte opposition des mouvements spiritualistes, mais il y a des personnes pour lesquelles le livre des esprits va parler, et la plus célèbre d'entre elles, c'est Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, qui va être un espèce de maillon entre le spiritualisme et le spiritisme. C'est-à-dire qu'il va intégrer le principe de la réincarnation, tout en ne se conformant pas à la doctrine philosophique et morale du spiritisme. Il va sans arrêt faire des allers-retours entre les pays anglo-saxons et le continent, mais sans jamais créer des véritables cercles spirites comme on en aura dans d'autres pays, y compris par exemple l'Algérie, qui va avoir des foyers spirites très importants. Il faut éviter de se laisser prendre aux apparences, aussi bien de la part des esprits que de celle des hommes. Or, je l'avoue, c'est là une des plus grandes difficultés. Mais on n'a jamais dit que le spiritisme fût une science facile. Il a ses écueils que l'on ne peut éviter que par l'expérience. Je le redis, il faut tout examiner froidement, tout peser mûrement, tout contrôler. Je ressens quand même quelqu'un de très solitaire. Je sens beaucoup de profondeur, donc pour moi, il y a comme un enfermement que je sens, une solitude. Qu'il y ait du monde autour de lui ou non, c'est quelqu'un qui était vraiment à s'enfermer en lui. Il avait une certaine vision, une certaine façon de voir les choses. Il les comprenait à sa façon. Il a essayé de les transmettre à sa façon. Peut-être avec beaucoup de, peut-être aussi psychorigidité, mais en tout cas, c'est comme s'il avait un plan et il ne sortait pas de ce plan ou de cette ligne de conduite qu'il s'est donnée. Puis vient le 15 janvier, la sortie de mon second ouvrage, Le livre des médiums. Alors, en 1861, Kardec va publier un nouvel ouvrage qui s'appelle Le livre des médiums. Une des grosses particularités par rapport au précédent, le livre des esprits, c'est que celui-ci a été principalement écrit par lui. Ça a du sens parce que l'objectif de ce livre, en quelque sorte, c'est surtout de partager toute cette expérience qu'il y a pu avoir à travers les différentes réunions médiumniques de son expérience et puis des différents groupes qui ont pu partager les leurs. Donc dans ce livre, Kardec va s'atteler à expliquer un petit peu les différents types de médiumnité, les écueils potentiels qu'il peut y avoir dans la médiumnité, comment se prémunir de ces écueils aussi. Et en quelque sorte, c'est un peu comme un manuel pratique à destination des médiums et des groupes qui veulent se mettre en place. Il y a beaucoup de recommandations en ce sens pour avoir ce regard critique sur la nature des communications, sur leur contenu. Cet ouvrage a toute son importance dans la mesure où il donne les conditions, les bonnes conditions d'une séance spirite. Kardec insistait beaucoup sur l'unité de pensée des assistants à la séance, où il fallait que ce soit des gens avertis, qui connaissent bien le sujet, et qui aient une certaine moralité. Il insistait aussi beaucoup là-dessus, et que seulement à partir de cela, eh bien, on pouvait évoquer des esprits d'une certaine hauteur intellectuelle et morale, des esprits susceptibles d'apporter de vraies informations. Alors en 1861 se passe un événement très étrange pour l'époque, qui est resté sous le nom de Otto da Fe de Barcelone. Un libraire se trouve à migrer en Espagne et à ouvrir une librairie à Barcelone et fait donc venir des colis de livres d'Allan Kardec, mais qui, juste au franchissement de la frontière, sont récupérés par les gardes civils. L'Église confisque donc ces livres qui vont donner lieu à ce fameux Otto da Fe, donc un bûcher, comme cela se faisait au Moyen-Âge, où on va brûler tous ces livres spirites.
Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'Église catholique est en lutte avec le spiritisme sur plusieurs points. Ils sont en concurrence sur la charité. Les prolétaires, les personnes en situation de déshérence n'ont pas le soutien de l'État et qu'en conséquence, on doit s'appuyer sur des fonds privés ou des fonds religieux. Donc déjà, le spiritisme est une concurrence. On peut se tourner vers quelqu'un d'autre. Deuxièmement, ce que professe le spiritisme avec ce fameux principe de réincarnation, où on ne régresse jamais, fait qu'on peut s'interroger sur la position égalitaire et genrée qu'on a dans la société. Et en conséquence, on peut aussi, et ça c'est une médium qui le raconte, qu'elle se sent soulagée par rapport à son enfant, parce que son enfant, entre guillemets, n'est pas vraiment le sien, mais bien une âme qui a décidé de se réincarner, et en conséquence, ça l'absout un peu d'être mauvaise mère. C'est un discours que l'Église catholique et la société ne peut pas entendre. Si le spiritisme dit « attention », aujourd'hui, vous êtes ouvrier, demain, vous serez peut-être roi dans une autre vie. Aujourd'hui, vous êtes homme, demain, vous serez peut-être femme dans une autre vie. Ça repense la position de la femme dans une société qui la considère comme un citoyen de seconde zone. Maintenant, les détracteurs peuvent être aussi à l'intérieur, et un des détracteurs peut être aussi Allan Kardec. Parce qu'Allan Kardec, n'oublions pas que pour la première fois, les femmes vont avoir une tribune où s'exprimer. Ce sont les médiums. Par l'intermédiaire de ces médiums, on a des révélations et qui parfois gênent aussi Allan Kardec. Donc, entre autres, lorsqu'on lui annonce que le droit de vote est accordé aux femmes dans l'État de Kentucky aux États-Unis, il dit « mais oui, mais vous savez, par rapport à la réincarnation, n'oublions pas, c'est vrai, on peut, dans une vie suivante, si on est un homme, devenir une femme, mais quand on est une femme, pendant qu'on est incarné, on a une mission à faire et elle ne doit pas déborder de certaines lignes. » Il avait des ennemis à l'intérieur même du mouvement spirit, des ennemis qu'il appelait des faux frères, des amis malheureux, des personnes qui, croyant contribuer à la doctrine spirit, la dénaturaient, la transformaient. Et puis d'autres qui, sciemment, voulaient tout simplement prendre le pouvoir à l'intérieur de sociétés spirites. Donc en fait, Kardec, qui était assez autocrate, il faut quand même bien l'avouer, ne voulait pas que l'on s'éloigne d'une virgule de la doctrine des esprits. Et il a bataillé, il n'a fait que batailler contre ceux qui pouvaient nuire au mouvement. Des médiums qui, par exemple, souhaitaient introduire ce qu'on appelle l'occultisme. Occultisme qui est né au XIXe siècle et qui entendait faire le lien entre la science et des conceptions ésotériques. Ainsi que cela nous avait été annoncé, une véritable croisade a eu lieu contre le spiritisme. De divers côtés, on nous signale des écrits, des discours et même des actes de violence et d'intolérance. Tous les spirites doivent s'en réjouir, car c'est la preuve évidente que le spiritisme n'est pas une chimère. Ferait-on autant de tapage pour une mouche qui vole ? Ce qui suscite surtout cette grande colère, c'est la prodigieuse rapidité avec laquelle l'idée nouvelle se propage, malgré tout ce qu'on fait pour l'arrêter. Une des caractéristiques de Kardec qui faisait enrager ses détracteurs, c'est qu'il répondait très très peu aux critiques. D'abord parce que c'était une stratégie de sa part pour s'économiser. Il voulait éviter par là même de donner trop de publicité à ses détracteurs en leur répondant. Il lui est arrivé quand même de répondre à des Louis Figuier, à des personnalités du clergé, dont l'abbé Marouzeau. Et en fait, cet abbé reprochait, dans un long article, à Kardec d'éloigner les fidèles de la croyance en Dieu et les attirer vers le matérialisme. Or, la réponse de Kardec était cinglante. Il disait, mais bien au contraire, le spiritisme ramène vers l'idée de Dieu. Le spiritisme conforte ses adeptes dans l'idée d'une immortalité de l'âme. Et l'une des remarques du père Marouzeau, c'était également de propager l'idée qu'il y avait des pratiques démoniaques au sein même du groupe spirit. Ce qu'a évidemment, là aussi, avec force argument, démenti Kardec. Il y a eu des colères ou des violences en lui, ou peut-être verbalisées, et d'autres détracteurs, j'ai envie de dire, où il a été un petit peu comme en concurrence, où ça lui a donné le push pour continuer à vivre et à aller dans ses expériences.
Le spiritisme est-il une nouvelle foi aveugle, substituée à une autre foi aveugle? Pour le croire, il faut en ignorer les premiers éléments. En effet, le spiritisme pose en principe qu'avant de croire, il faut comprendre. Or, pour comprendre, il faut faire usage de son jugement. Au lieu de dire « croyez d'abord et vous comprendrez ensuite si vous pouvez », il dit « comprenez d'abord et vous croirez ensuite si vous le voulez ». Il ne s'impose à personne, il dit à tous « voyez, observez, comparez et venez à nous librement si cela vous convient ». En 1864, Allan Kardec publie une nouvelle œuvre, l'Évangile selon le spiritisme. Cette œuvre est très importante dans cette doctrine spirite pour deux choses. La première, c'est que à travers cette doctrine spirite, il y a une vocation universelle, une vocation à pouvoir expliquer et s'insérer dans toutes les croyances à travers les âges. Surtout, ce qui va être intéressant à travers cet ouvrage, c'est que Kardec va essayer, à travers à la fois sa synthèse, et donc sa propre compréhension, et l'association de certains messages des esprits, de remettre en lumière le message de Jésus au regard de la réincarnation et de tout ce que nous apprend le spiritisme. Ça met en lumière à quel point ce message d'amour qui est porté par Jésus, au-delà de toute l'image qu'on en a fait, eh bien, ce message prend tout son sens avec la réincarnation. 1864, c'est l'année d'une mise à l'index par l'Église catholique des ouvrages du spiritisme, des ouvrages de Kardec, mais aussi de Jean Reynaud. Et c'est comme si, finalement, le divorce était presque consommé entre l'Église catholique et le spiritisme de Kardec. Comme si, finalement, Kardec, qui auparavant souhaitait encore ménager la chèvre et le chou, là, s'autorisait à produire une spiritualité nouvelle, autonome, à oser relire les évangiles d'une manière évidemment radicalement différente de celle du clergé, à proposer une nouvelle herméneutique. On sait que les esprits sont loin d'être individuellement en possession de toute la vérité, qu'il n'est pas donné à tous de pénétrer certains mystères, que leur savoir est proportionné à leur épuration, que les esprits vulgaires n'en savent pas plus que les hommes, et même moins que certains hommes, qu'il y a parmi eux, comme parmi ces derniers, des présomptueux et des faux savants qui croient savoir ce qu'ils ne savent pas. L'ouvrage d'Allan Kardec, Le ciel et l'enfer, est très clairement une réponse à l'Église catholique. Il y fait d'abord une description pour rappeler ce que représentent le ciel, le purgatoire et l'enfer pour l'Église, et ensuite il fait une sorte de parallèle pour dire que finalement ces notions de l'Église sont en quelque sorte symboliques, qu'elles représentent le bien et le mal sur Terre. Et dans ce parallèle, il définit très clairement ce que sont les différentes catégories d'esprits, entre les esprits purs, les esprits très évolués, jusqu'aux esprits troublés, aux esprits farceurs et même aux mauvais esprits. Et à partir de là, eh bien, il démonte en quelque sorte cette notion de l'Église pour dire que l'enfer, eh bien, c'est le mal, que ce soit sur terre ou même dans l'au-delà chez des esprits endurcis, et que là, il décrit bien cet enfer provisoire, justement, contre l'enfer définitif de l'Église catholique, et que l'enfer, pour un mauvais esprit dans l'au-delà, c'est d'être finalement prisonnier du mal qu'il véhicule, mais ce mal ne durera pas éternellement, puisqu'il sera appelé à se réincarner un certain nombre de fois, qu'il finira par évoluer et, à terme, dans très longtemps, devenir un esprit pur. Le refus de l'idée des peines perpétuelles de l'enfer était dans l'air du temps à cette époque. Que ce soit chez, évidemment, ceux qui prônaient la transmigration des âmes, mais également chez des penseurs comme Ampère, notamment, des penseurs chrétiens qui souhaitaient rénover le christianisme, le catholicisme en particulier. Nous dirons d'abord que le spiritisme ne peut être responsable des individus qui prennent indûment la qualité de médium, pas plus que la science véritable n'est responsable des charlatans qui se disent physiciens. Est-ce parce qu'un médecin trompe votre confiance que tout le corps médical est atteint dans sa considération ?
Il en va de même pour le spiritisme. Au fur et à mesure qu'il va avancer dans ce travail, la santé d'Alan Kardec va diminuer parce qu'il va se laisser porter par cette mission que lui a donnée les esprits. Il se levait tous les matins à 4h30 pour commencer d'abord par répondre aux nombreux courriers qu'il avait. Ensuite, il continuait ses travaux de synthèse, ses rédactions, ses réunions médiumniques. Voilà, donc de multiples activités qui occupaient énormément de temps. Il a eu quelques incidents de santé. Les esprits eux-mêmes, même dans les réunions médiumniques, l'interpellaient en lui disant de se ménager parce qu'il avait quand même des travaux à terminer. Et c'était vraiment pour Kardec quelque chose d'important de terminer ce travail. Il s'était vraiment senti investi de cette mission. Pour autant, les esprits, pour donc calmer le jeu, lui expliquaient que de toutes les façons, il n'aurait pas le temps de terminer tout ce qu'il devrait faire dans l'absolu, parce qu'une vie ne suffit pas. Et puis aussi parce que les idées qu'il amenait à travers ce spiritisme devraient mettre un certain temps pour être assimilées et qu'il aurait l'occasion de revenir dans une autre vie pour terminer ce travail. Et certains affirment que Allan Kardec connaissait la date de sa mort parce qu'en effet, dans une des revues spirites, il avait publié donc en 59 l'idée qu'il avait encore pour 10 ans de travail, en tout cas ce qu'il s'était proposé de faire. Pas au point de dire que ça serait la fin de sa propre existence. Ce qui naît doit mourir avant de renaître. Je n'échapperai pas à ma propre rhétorique. Quel soulagement j'ai eu quand j'ai pu poser les quelques mots de conclusion de mon dernier grand livre. La dernière œuvre d'Allan Kardec s'appelle La Genèse. Et dans cet ouvrage, il repart des principes d'évolution qui sont évoqués dans le livre des esprits, de fait, à travers cette idée que les âmes, en s'incarnant, progressent, vont évoluer de règne en règne, mais que également il y a une multitude de globes dans l'univers, tous à des degrés d'évolution différents, et que tout ça, tout cet univers, tous ces esprits évoluent en même temps pour arriver vers la perfection. Et donc, à travers cette œuvre qu'il a rédigée lui-même, sa propre synthèse, il va chercher à faire ce rapprochement entre cette thèse d'évolution évoquée par les esprits et les thèses scientifiques de l'époque pour essayer de faire ce rapprochement et voir dans quelle mesure cette thèse des esprits est pertinente et pourrait éventuellement inspirer les recherches de ce moment-là. Avant mon départ, j'ai posé aux esprits une question simple, la question lancinante d'une vie de recherche et d'études. Me suis-je trompé? La réponse fut sans équivoque. Non, tout est vrai et juste. Ce matin-là, je sentais mon corps toujours plus fatigué. Je savais que l'heure était proche. C'était le dernier jour de mon déménagement. Mon bureau se vidait de ses livres. J'entendais la même agitation dans les pièces d'à côté. Et ça s'est arrêté. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Je n'avais plus quelconque mot à dire. Je n'avais qu'à me laisser partir, avec sérénité. Ma vie en tant que Léon Rivail prenait fin. J'ai entendu les cris de la bonne, j'ai vu mes amis tenter de me secourir. Mais c'était là la conclusion de 10 années qui m'ont vu explorer et synthétiser les secrets du monde de l'invisible. Ce que je ressens, c'est que quelques jours avant sa mort, il a déjà eu des prémices. Il a su qu'il allait partir bientôt. Et le jour de sa mort, il savait que ce serait une mort rapide. Et je pense que sa curiosité a été plus importante que tout le reste. La curiosité de voir apparaître l'autre monde. D'ailleurs, il a très vite compris. Quand il est passé de l'autre côté, moi je vois vraiment une espèce de lumière ou de fenêtre ou quelque chose de très lumineux. Il a tout de suite su ou il a tout de suite compris en fait qu'il était de l'autre côté et qu'on était bien en vie. Je les ai tous vus autour de ma stèle. Les mots de Camille résonnent encore dans les travées du cimetière Montmartre. Messieurs, le spiritisme n'est pas une religion, mais une science. Science dont nous connaissons à peine l'ABC. Le temps des dogmes est fini. La nature embrasse l'univers et Dieu lui-même, qu'on a fait jadis
à l'image de l'homme, ne peut être considéré par la métaphysique moderne que comme un esprit dans la nature. Après la mort d'Allan Kardec, le 31 mars 1869, les funérailles ont lieu au cimetière Montmartre, dans un premier temps, parce que ensuite est prévu par la Société Spirit parisienne, par Amélie Boudet, de transférer les restes d'Allan Kardec au cimetière du Père-Lachaise, ce qui est réalisé 1 an plus tard. En mémoire de sa vie antérieure en tant que druide, avec le nom d'Allan Kardec, on décide de faire une sépulture en forme de dolmen. Et on ne manque pas, bien entendu, de mettre au fronton du dolmen « naître, mourir, évoluer sans cesse ». C'est la fameuse phrase qui indique la réincarnation. On peut dire schématiquement qu'après la mort de Kardec en 1969, il y a 3 tendances qui vont se dessiner. Une tendance représentée par Pierre-Gaëtan Leymarie qui va donner une coloration toujours plus social au spiritisme. Pierre-Gaëtan Leymarie, qui sera un des fondateurs de la Ligue de l'enseignement. Donc une inscription du spiritisme dans le social avec une volonté de changement au niveau de la société. Une autre tendance représentée un tout petit peu plus tard par Léon Denis notamment, qui voit un spiritisme plus philosophique. Un spiritisme qui aurait dû être la philosophie de la Troisième République. Et puis un spiritisme plus expérimental, représenté par Camille Flammarion, qui représente les prémices des recherches psychiques, c'est-à-dire de la métapsychique qui deviendra la parapsychologie, où il est davantage question de s'attarder sur la phénoménologie spirit. Qu'est-ce que produit la médiumnité et comment l'expliquer, l'appréhender scientifiquement. Je ne sens aucun regret. Je pense que si il se réincarne ou s'il a dû se réincarner, je ne sais pas, quelque part, il continuerait encore et encore parce qu'il avait un acharnement à toutes les expériences qu'il a vécues et j'ai l'impression qu'il a eu encore envie de goûter à cela pour transmettre. De quand date le déclin du spiritisme ? Les historiens sont assez partagés. Certains considèrent qu'il débute après la mort de Kardec, d'autres à la fin du XIXe siècle, quand le spiritisme se trouve dépassé et par les sciences psychiques qui vont rationaliser les phénomènes médiumniques, se fait dépasser aussi par la psychiatrie dynamique qui pathologise le spiritisme, se fait dépasser également par la société théosophique qui concurrence sérieusement le spiritisme sur le domaine notamment de la communication avec l'au-delà. Pour d'autres encore, le déclin commence à partir des années 1914 et ne cessera justement de s'aggraver en France par la suite. Je dis bien en France parce qu'au Brésil, c'est une toute autre histoire, parce que le Brésil fut une terre d'élection du spiritisme kardéciste. Et ça, dès les années 1850. Alors que la France voyait le spiritisme décliner, le Brésil voyait le spiritisme prendre une ascendance assez extraordinaire. Le spiritisme brésilien s'est surtout développé à travers une certaine forme de religiosité. D'ailleurs, bon nombre de spirites considéraient que le kardécisme était et est une religion, et à travers la dimension thérapeutique. C'est-à-dire le spiritisme et les pratiques médiumniques sont là pour soigner. Et à l'heure actuelle, si on doit bien parler d'un pays spirit au monde, c'est le Brésil. Alors, le spiritisme, après Allan Kardec, a donc connu des évolutions successives, des influences. On a parlé de la métapsychique, devenue la parapsychologie, qui ont apporté certaines choses malgré tout dans le sens où on n'avait peut-être pas suffisamment mesuré la difficulté du développement médiumnique avant, c'est-à-dire le fait que des médiums débutants, très souvent, sont influencés par leur propre point de vue, leur
propres idées, voire leur propre subconscient, et que la médiumnité est quelque chose de très difficile à développer pour bien recevoir les esprits. Et on se rend compte, pour notre part, en tout cas, puis c'est la même chose pour d'autres, au Brésil et ailleurs, qu'il y a une certaine continuité, que ce qui est reçu aujourd'hui ne contredit pas le livre des esprits et autres ouvrages d'Allan Kardec, mais vient seulement le compléter. Alors je fais partie de ceux et celles qui pensent que le déclin, paradoxalement, du spiritisme a commencé à la mort d'Allan Kardec, enfin plus précisément à partir de 1870, en raison de la guerre, en raison de la Commune et en raison de nouvelles offres qui ont suivi. D'abord parce que pendant la guerre, il y a eu une dispersion des possibilités de réunion de groupe, de réflexion. Et ensuite, après la guerre, il y a eu des offres différentes, aussi bien du point de vue spirituel, mais aussi social. Et en conséquence, il y a eu dispersion des intérêts. En même temps, et c'est paradoxal, il y a eu un regain de visites dans des cercles spirites au moment de la Première Guerre mondiale. Parce que tous ces défunts, tous ces jeunes soldats qui sont partis, qui sont morts au front et dont les corps n'ont pas été retrouvés, il fallait absolument pour les parents avoir une consolation. Mais il n'y avait plus l'élan lié à la doctrine spirit, ce qui fait qu'une fois que la consolation et que le deuil avaient pu se faire, il n'y a pas eu un suivi. Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse. Telle est la loi. La chose principale que je retiens du spiritisme, c'est la réincarnation. Elle est pleine de justice et elle explique énormément d'injustices, en tout cas de choses qui nous paraissent injustes dans le monde. Toutes ces différences, ces opportunités qu'on n'a pas tous de la même manière. Et je trouve qu'elle est consolatrice également parce qu'elle nous permet de nous dire que nous pouvons changer, que nous pouvons nous améliorer, nous pouvons essayer de refaire mieux les choses. Et pour moi, c'est un moteur essentiel de progrès et de questionnement dans ma vie. La chose la plus essentielle concernant le spiritisme, à mon sens, c'est le fait que le spiritisme pourrait apporter en tout cas quelque chose de tout à fait novateur sur le plan intellectuel et moral, pourrait donner du sens à la vie. Jean-Paul Sartre disait « La vie n'a pas de sens, alors essayons de lui en donner un ». Avec ce qu'on appelle la révélation spirit, c'est-à-dire le fait que les esprits puissent se manifester aux humains, eh bien, le sens, là, devient tout à fait différent du sens matérialiste ou religieux. C'est le fait que nous vivrons éternellement, que nous survivrons et que nous nous réincarnerons. Et donc, à partir de là, le sens de la vie présente est totalement différent de ce qu'il aurait pu être avant. Et que le spiritisme peut donc, à partir du message des esprits, à partir des renseignements qui nous sont fournis, à partir peut-être de la morale qu'ils enseignent, eh bien, s'il y avait davantage de spirit, si on étudiait davantage la question, on pourrait peut-être apporter à l'humanité des réponses qu'elle attend sans vraiment le savoir, sachant que les réponses religieuses ou les réponses matérialistes n'ont jamais réellement apporté quelque chose à l'humanité. Il fallait donc chercher ailleurs, et cet ailleurs, eh bien, c'est peut-être, enfin, c'est en tout cas ma conviction, du côté de la relation avec l'autre monde que nous trouverons les véritables solutions au malheur du monde.
En quelques mots, ce que je retiens du spiritisme, c'est que c'est un miroir grossissant de son époque. C'est un condensé des aspirations et des interrogations spirituelles, politiques, sociales, morales, et avec une incidence religieuse, puisque le spiritisme interroge aussi la religion. Et qu'en faire l'impasse, quand on travaille sur cette époque, c'est faire l'impasse d'un tournant décisif dans l'histoire des mentalités. Qu'il s'agit d'une œuvre pédagogique avant tout, fruit d'un pédagogue qui a réussi quand même la prouesse de démocratiser des conceptions philosophiques, ésotériques, qui étaient antérieures au spiritisme, mais peu, voire très peu accessibles quelque part au commun des mortels. Et c'est ce travail pédagogique assez réussi qui me semble être un des éléments forts du spiritisme. C'est de revenir à soi, à qui l'on est, d'exploiter ses propres fonds, d'ouvrir ses tiroirs intérieurs, d'y faire du rangement aussi, mais de s'éclaircir de l'intérieur et surtout de ne pas se fier à l'extérieur, mais à ses propres intuitions, comme il a fait lui. C'est ce que j'entends venant de sa part. La liberté de s'exprimer, d'oser, de faire, de ne pas s'enfermer, d'être honnête, la droiture, de vivre l'expérience, de ne pas en rajouter, de la laisser dans sa simplicité, mais aussi surtout de... Moi j'entends beaucoup l'honnêteté, en fait, la droiture et l'honnêteté. Mais être libre avec notre façon de voir et de ne pas se faire imposer une quelconque façon de voir ou de faire venant de l'extérieur. Vous devez être votre propre maître, j'ai envie de dire. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que j'entends. Le bon sens qui me dit aussi. Et enlever la stupidité. Je suis ravi d'avoir pu vous dévoiler ce qu'a été ma vie. Loin de ce spiritisme occulte qu'on vous vend parfois. Le spiritisme doit toujours rester dans la lumière. Les spirites toujours œuvrer pour le bien. Peut-être croiserez-vous mes écrits, ici ou ailleurs. Peut-être nous rencontrerons-nous, car si le 31 mars 1869, Léon Rivail est mort, Allan Kardec, lui, continue d'être. Merci d'avoir passé ce temps à mes côtés. Et qu'est-ce qu'il pense de la démarche qu'on a avec ce film ? J'ai l'impression qu'il est en moi, là, il y a une ouverture et c'est d'aller, c'est de continuer, que le projet est extraordinaire, c'est d'encore et encore de compléter ce projet ou de rajouter d'autres projets à ce projet. Mais si je l'entends, il valide à 1000% cette expérience parce qu'il a aussi ce besoin qu'on continue de travailler, de parler de lui et de travailler avec lui. Donc là, vraiment, il n'y a aucune psychorigidité, les portes sont ouvertes, au contraire, c'est une excellente chose, vraiment.